Sécure, épisode spécial. Je suis accompagné de Vincent. Comment vas-tu? Ça va très bien. Salut Nico. Puis toi? Ça va très bien aussi. On fait un recap pour 2024, qui est quand même une très grosse année, qui est encore plus grosse que la précédente. J'ai l'impression que 2025 va être encore une plus grosse année que 2024. On a retenu en genre 3 gros faits saillants intéressants dans lesquels on va aborder, qu'on va commenter sur ça. Fait qu'on va commencer avec le premier, qui est essentiellement l'incident de CrowdStrike qui a monopolisé durant cet été l'espace médiatique et l'espace de cyber. Et là, ça a amené beaucoup de débats, beaucoup de contexte et beaucoup de choses. Fait que je vais te en parler un peu. Ouais, ben, écoutez, CrowdStrike est arrivé par surprise, hein, début des vacances. Ça arrive jamais à un bon moment, ce genre d'incident-là. Et puis c'est même pas mal intentionné, parce qu'il y en a plusieurs des incidents qui généralement sont mal. Le moment est mal intentionné par les gens qui mènent l'attaque. Dans le cas qu'on parle, c'est un accident qui s'est positionné à un moment où les gens s'en allaient en vacances. En plein ça. Puis c'est ce qui est arrivé à CrowdStrike. Puis à l'ensemble de la planète, ben, c'est à cause de CrowdStrike. On l'explique pas autrement. Mais bon, ils ont été très collaboratifs. Je vais parler un petit peu de ce qui s'est passé à l'endroit où je travaille. Je ne donnerai pas de grands détails, mais ça a mobilisé énormément de ressources. C'est une gestion de crise, en fait. C'est une gestion de crise. Puis oui, c'est vrai que ça arrive pendant l'été. Manque de ressources. Il y en a qui sont à l'étranger. On veut contenir, on veut gérer, on veut un retour à la normale. Fait que on s'est mis en action. On a eu de la très bonne collaboration des employés, même ceux en vacances. Ceux en vacances sont même rentrés au bureau pour donner un bon coup de main. On a fait 2 cellules en fait, on avait 2 points de chute. On a organisé, on a communiqué avec l'ensemble des ressources. On avait des actions qui étaient en place. Il y a des employés qui ont travaillé 24/7 pendant quelques jours, justement, pour s'assurer de faire de la récupération de portables, entre autres, ramener des images. Ben, vous savez, c'est du déploiement. En fait, on a réactivé notre système de déploiement, mais en mode accéléré, puis on l'a fait sur 24 heures. C'est des dizaines de milliers de postes de travail qui étaient infectés. Puis les autres... Techniquement pas infectés. Pardon, pas infectés. Qui pouvaient subir justement l'avarie. Ouais. Mais les autres qui n'ont pas subi l'avarie, on n'était pas à l'abri de pouvoir subir aussi cette avarie-là. Fait qu'il y avait le petit bout d'incertitude, mais non, je pense que les communications ont bien fonctionné. L'important, c'est de redémarrer. Hein? On redémarre le portable. Si ça plante, on a le problème. On a des solutions. Si ça plante pas, ben, on touche du bois pour s'assurer d'eux. Puis après ça, ça a été le déploiement final sur tous les postes de travail. Des bons ingrédients de patch de ci et de ça qui s'en sont suivis. Mais ça a été une grosse coordination. C'est beaucoup d'heures. Ben, c'est ça. Puis c'est une gestion d'incident qui est quand même sophistiquée. Il ne faut pas s'en cacher. C'est une belle démonstration. Puis là, c'est le fun parce que tu puisses parler jusqu'à ce point-là de ce que vous avez fait et à quel point vous êtes prêt à gérer une crise de cette ampleur-là. On se rappellera qu'en 2020, quand le couteau est tombé et tout le monde s'est retrouvé à la maison de façon, disons, inattendue parce que tout le monde ne voulait pas vraiment aller là. Fait, tout le monde faisait du déni que ça s'en venait. Là. On le voyait arriver de novembre-décembre 2019, puis on a juste comme mis la tête dans le sable jusqu'à temps que finalement on tombe en 2020, 13 mars 2020, que tout le monde était forcé à la maison. Il y a eu beaucoup d'entreprises, beaucoup de compagnies qui sont tombées les culottes à terre avec du jour au lendemain de voir se retrouver avec tout son workforce, tous ses employés incapables de travailler dans un contexte de télétravail en l'occurrence et de devoir se retourner. Puis ce que vous avez vécu est sensiblement la même chose que ça. Fait, du jour au lendemain, vous avez quasi 100% de vos laptops ou vos ordinateurs qui ne fonctionnent plus. Donc, pour moi, c'est un peu le même élément et à quel point, dans ce cas-ci, ça s'est géré de façon efficace. Donc, essentiellement, ce que j'en retire, c'est que ton employeur a appris du confinement et sa recette a été testée avec grand succès dans ce moment-là. Là.
Ben, si on se compare, je pense qu'aussi on a été, oui, on était préparés. On était préparés, puis on a des bons gestionnaires, puis les ressources du côté de la bureautique sont motivées, fait que tu sais, c'est venu additionner des ingrédients pour un meilleur facteur de succès aussi dans ce dossier-là. Et puis, la recette est simple, hein? N'imp- N'importe qui pour qui ça ne fonctionnait pas, la seule méthode de communication. Avez-vous sur vos téléphones personnels le centre de contact TI? Probablement que vous ne l'avez pas tout, hein? Mais quand vous vous trouvez démunis, là, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on appelle un collègue qui peut-être, lui, on espère que ça fonctionne pour qu'il nous donne le numéro de téléphone, ou on se déplace au bureau, ou on appelle un collègue qui appelle un collègue qui appelle un collègue, etc. Bon, il y a ce petit bout de gestion-là qui est pas facile. Mais je pense que d'un point de vue communication, c'est ça qui est important au début, là, la com initiale pour le déclenchement justement on va dire de la campagne du retour à la normale. Faut que ça soit fait promptement, correctement, qu'on atteigne le plus de monde possible, que les autres évangélisent la nouvelle aussi à ceux qui n'ont plus de connexion ou peut-être plus de connexion, etc. Puis ensuite de ça, c'était activation du plan d'action. Puis c'est pas de la grande magie, hein? On remet des images sur des postes de travail, puis on est pas mal tous rendus ultra connectés. Il n'y a plus grand-chose de local. Fait que si vous êtes chez Azure, par exemple, ben, tout le monde a son OneDrive. Presque tout est enregistré là-dedans. C'est la première config qui est plus longue. Mais c'est fantastique comment ça va bien. Là. Mais c'est un rappel qu'il ne faut jamais rien avoir en local parce que justement, dans des situations, ça c'est un cas à grande échelle où les entreprises, le confinement aussi était un cas à grande échelle où on s'est retrouvé à perdre du jour au lendemain le contrôle de son environnement de TI et qui vient de basculer vers une autre situation. Puis si je ramène ça même de façon personnelle, moi, je n'ai pas CrowdStrike, fait que je ne l'ai pas vécu. Mais j'ai cette situation-là où j'ai eu des avaries, où j'ai perdu essentiellement mon poste de travail, soit parce que bris mécanique ou peu importe la raison. Et de l'expérience, puis là, je me donne l'expérience de plusieurs années. Là, maintenant, je suis vraiment à 100%. Soit mes données sensibles sont stockées dans des stockages chiffrés et tout, machin, mais demeure que j'ai rien sur ma machine locale. Fait qu'elle peut être perdue, je peux me faire voler et j'ai pas de grand moment de tristesse. Je me retourne m'en acheter un autre, puis en l'espace d'une demi-journée, je suis up and running. Mes données sont redescendues de mes storages, de mes places de stockage. Mais ça nous rappelle qu'en entreprise, c'est pas tout le temps comme ça et qu'on a certaines habitudes des fois de stocker nos informations sur nos ordinateurs, comme des photos, par exemple. Ouais, ben écoute, juste en parallèle à ça, tu as bien raison, mais c'est avec l'info magique. C'est pas tout le temps parfait, hein? C'est pas tout le temps parfait. Je m'exprime. Oui, OneDrive, exemple, quand on est chez Azure, c'est intéressant. Google Disk, etc. Mais du moment qu'on a des comptes entreprises, qu'on active le chiffrement, je vais vous dire juste un petit exemple. Le départ précipité ou agressif d'une ressource, c'est rendu qu'il y a beaucoup de politique à l'interne pour faire de la récupération de courriels et de données sur, par exemple, le OneDrive professionnel d'un employé qui serait chiffré. Parce que ça demande plusieurs manœuvres, un certain degré d'approbation, puis on peut avoir des politiques boiteuses à l'interne qui font qu'on n'ait pas nécessairement d'accélérateur là-dessus. Toutefois, ce qu'on sait, c'est que les données ne sont pas perdues. Il faut juste prendre son mal en patience. Mais c'est un pensez-y bien aussi à votre mécanique en cas de départ précipité. La donnée, elle est là, puis des fois, vous en avez besoin de façon très urgente. Assurez-vous de ne pas avoir de gating, on va dire, douteux en place qui font en sorte que c'est pénible de faire cette récupération-là, mais d'appliquer justement les bonnes pratiques, qu'on respecte la confidentialité, etc., etc. Non, effectivement, en tout cas, bref, pour revenir à la crise elle-même, elle a quand même fait beaucoup de bruit au niveau mondial, ça l'a quand même perturbé, puis c'est quand même un rappel, et dans l'absolu, ce n'est pas un élément SI, c'est un élément TI, c'est-à-dire que c'est une simple panne informatique et non une panne qu'on pourrait qualifier autre. Donc, c'est très intéressant de l'avoir de cette façon-là, mais bref, ça l'a fait beaucoup de bruit, puis ça a été quand même un rappel à quel point on est fragile comme société, que dans un cas comme celui-là, qu'un simple pièce d'infrastructure, essentiellement, vienne nous garrocher là, littéralement là, à genoux
vous autres, vous avez été pendant très peu de temps, mais il y en a qui l'ont vécu pendant quelques semaines, ces éléments-là. Donc, c'est peut-être un peu troublant. Puis, je suis un peu dérangé, je dirais, du fait qu'il y avait peu d'organisations prêtes, puisqu'on avait été quand même un petit coup de semence avec la COVID, nous avait quand même préparé un certain nombre de choses. Clairement, on a déjà, après 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans, on avait déjà oublié d'où on se situait. Donc, clairement, l'humain ne se souvient pas, pas une bonne mémoire. Là. Non, tu as raison. On était chanceux. Je pense qu'il y a un peu de chance aussi là-dedans. Parce que puis on ne connaît pas toutes les histoires d'horreur qui se sont produites. Je dis histoire d'horreur. On ne connaît pas toutes, justement, les pannes qui ont eu des impacts, on va dire, financiers. Mais c'est sûr que cette journée-là, la bourse aux États-Unis, ça a été extrêmement perturbé. Hey, écoutez, c'est nos dollars, là, c'est nos compagnies, c'est nos piastres qu'on investit à gauche et à droite, là. Puis ça prend une bourse qui a subi des avaries. Et les bourses concurrentes et les bourses collaboratrices ailleurs dans le monde aussi vont subir ces lenteurs-là. Fait que ça amène des impacts relativement sérieux, là. Je serais curieux de voir si Gartner a fait une étude pour venir chiffrer à prox là, les dollars, on va dire, envolés, puis les dollars nécessaires pour le retour à la normale, grosso modo. Là, ça doit être une coupe de milliards. Là. Oui, puis ça sent probablement que les législateurs devront se mettre le nez là-dedans. Je ne sais pas si en Europe, ils l'ont déjà fait ou il y avait déjà des législations. Je sais que dans le milieu financier européen, DORA oblige une certaine résilience, que je pense qu'en l'occurrence, il était obligé par la loi d'être prêt ou devait, ou en tout cas, bref, comment ça se fait. Je pense qu'au niveau mondial, on devrait commencer à se mettre des cadres comme ça parce que par eux-mêmes, de toute apparence, les entreprises, pour la plupart, n'ont pas encore internalisé le fait qu'il fallait qu'ils soient prêts, peu importe ce qui arrive à une crise qui pourrait les mettre dans une situation périlleuse. Parce que là, deuxième sujet, le AI. Le AI est devenu l'élément principal depuis que ChatGPT, OpenAI a lancé ChatGPT en 2022. C'est devenu comme l'élément principal. Ça va faire 2 ans qu'on a ce jouet qui nous est mis dans les mains, dans lesquels qui éblouit beaucoup de gens, qui monopolise beaucoup l'attention. Et en sécurité, on n'y échappe pas. Autant les gens déchirent leur chemise parce qu'ils ont peur, autant ils pensent que les attaquants vont faire des choses. Autant on pense qu'il y a un paquet de scénarios par rapport à ce genre de choses-là. Donc, ça vient moduler ou forcer le regard différemment. Vous autres, pas vous autres, poids, comment tu perçois ce genre de choses-là? Oh ben écoute, tu me connais, je suis un éternel optimiste. Alors, moi, je pense que pour avoir commencé à l'exploiter dernièrement, j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup ce que ça fait. J'ai été même choqué, mais on va dire bénéfiquement choqué, parce que j'ai vu du wow. Autrement dit, bonification de mes textes, ça va. Pour vrai, là, c'est vraiment une belle. C'est vraiment un beau jouet. En tout cas, moi, je le vois briller, là, puis je l'exploite le plus possible. Toutefois, il y a un côté sombre à ça aussi. Ce jouet-là peut créer des automatismes. Puis entre de mauvaises mains, écoutez, tous les scénarios qu'on connaît déjà, on va dire en malversation, qui nécessitent un humain, puis un ordinateur ou un téléphone, là, certaines portions manuelles les personnes malveillantes vont être en mesure de créer de la mécanisation justement pour comme vecteur d'accélération, vecteur d'usurpation, personnification. Hein, vous l'avez vu, Justin Trudeau, dans sa vidéo, fait à peu près 10 jours de ça, où il était trop tard. Là. La vidéo a eu tellement de vues avant justement qu'on démentisse que c'était réellement lui, même si, avec un peu de jugeote, on pouvait se dire, ouais, ça n'a pas de bon sens. Première des choses, mais c'est le réalisme, la rapidité avec laquelle ce sujet-là a été bâti avec de l'IA puis mis en ligne aussi. Voyez-vous, vecteur d'accélération, probablement très peu de programmation aussi, quelques paramétrages. On pèse avec une couple de photos, de la voix enregistrée, on pèse sur un piton,
ça va donner un résultat assez surprenant. Oui, ben, tout le volet des fakes est assez troublant sur ce genre de choses-là. Il y a beaucoup de choses qui élaborent. On a vu beaucoup d'éléments, autant au niveau local qu'au niveau international, ce genre de choses-là. Trudeau en est un, Trump aussi, ils sont tous un peu touchés par ce genre de choses-là. Et là, c'est le problème, c'est qu'on retourne aux gens la capacité de détecter ce genre de choses-là. Déjà, je trouve pas que les gens étaient déjà très habilités à détecter des fake news, comme ce qu'on a vécu essentiellement depuis 2016, avec Trump qui a propulsé cette capacité-là, cet élément-là dans l'univers public. Et c'est pas que c'est lui qui l'a inventé, là. Notamment en termes cyber, c'est les Russes qui étaient très bons là-dedans. Mais il a comme normalisé l'existence des fake news ou des nouvelles alternatives ou des éléments comme ça. Ce qui est déjà très troublant. Et là, on amène jusqu'à maintenant 2024, on est capable de créer de toutes pièces, comme tu disais, des vidéos avec des voix convaincantes, avec des mouvements qui sont convaincants. C'est pas juste des photos, là, on est rendu dans des mouvements convaincants. Puis là, c'est de détecter les éléments qui sont fautifs là-dedans, mais là, de refaire reposer aux gens qui croyaient aux fake news en 2016 la même capacité critique. Maintenant, j'ai un doute avec des choses qui sont justement wow, là, de façon démesurée. Fait que moi, ça m'angoisse parce que généralement, je suis capable de le détecter. Mais les autres, je ne suis pas convaincu qu'ils vont être capables de là. Puis, Je vais dans la même direction que toi. On n'est pas assez alerte pour penser justement tout de suite à « Oh, attends, c'est-tu vrai? C'est-tu du deepfake? C'est-tu vrai? » Je pense que notre degré d'alerte, il n'est pas là. Puis c'est dommage parce que ça va être... l'informatique est là pour nous faciliter la tâche. L'IA pour venir justement comme vecteur d'amélioration des textes, là, disons ça de même, là, et accélération pour de la livraison, mais ça n'aiguise pas notre côté critique, justement. Fait que c'est un autre élément qui se rajoute à la pile, donc un bling-bling wow qui est l'IA, mais ça vient aussi avec une responsabilité pour nous de dire, bon, ben, on va être confronté à un moment donné à une situation deepfake, puis il va falloir développer notre sentiment d'alerte, justement, à ce type de contenu-là. Ça évolue extrêmement vite. Et Nicolas travaille pas mal plus avec moi que moi sur ces outils-là. C'est aussi un outil qui est facile d'utilisation pour de la production malveillante à grande échelle ou bienveillante. Oui, ben c'est exactement dans le même sens, dans ce sens-là où je voulais aller, au sens où avant, ça prenait des équipes sophistiquées pour réussir à faire ce genre de choses-là. Maintenant, quiconque dans son salon est capable de faire la même chose. On l'a vécu avec les textes, notamment le spam, la qualité a augmenté dans les dernières années parce que maintenant, tout est normalisé à travers le AI. Et donc, la qualité de nos textes, puis tu l'as dit, en termes de capacité, d'un point de vue pur professionnel, tu as des gains d'accélération. J'ai les mêmes gains parce que ça accélère ma capacité de générer du texte quand même de bonne qualité en général. Je leur travaille quand même un peu aussi. Là. J'ai pas... je laisse pas ça tel quel que j'envoie dans la nature, mais quand même, ça sauve, disons, 50% de mon temps. Fait que déjà là, j'ai un gain énorme, donc les malveillants ont le même bénéfice. Fait que c'est égal pour tout le monde. Donc, eux-mêmes réussissent à avoir des spams de meilleure qualité. Là, tu parlais justement du côté vidéo, le fait de l'avoir, on a un petit moment de stress au début décembre au Québec, notamment. Je ne sais pas, c'est parce que c'est quand même Banque nationale qui a été visée dans ce cas-ci. Mais il semblerait qu'il y a eu des éléments par rapport à la voix et l'authentification vocale qui est apparue. Il y a beaucoup de choses qui s'est dit. Ce qui est heureux, c'est que c'est vraiment pas ce qui s'est dit dans les journaux. Mais c'est isolé. Mais c'est isolé, ouais. Le petit lancement d'alerte d'éviter de répondre au téléphone avec le fameux oui, allô, puis 5 minutes après, le compte de banque est vidé. Ça a été exprimé un peu de cette façon-là. Je l'ai vu, je l'ai regardé le reportage, je l'ai lu. C'est pas tout à fait ça. C'est très caricatural ici, mais ça ne veut pas dire que c'est pas impossible, juste avec une empreinte de voix. Mais dites-vous que c'est pas juste oui allô qui a fait en sorte que madame s'est fait vider son compte. C'est plus sophistiqué que ça un petit peu. Là. C'est un peu plus complexe. Il demeure qu'effectivement, puis
étant une personne dans un contexte où ma voix est largement disponible sur Internet, je me suis posé la question et j'ai fait désactiver mes reconnaissances vocales dans ces choses-là parce que le degré de sampling qui est disponible est tellement grand. Quoi qu'il y ait des modulations dans les transformations qui fait que vous n'avez pas accès à ma vraie voix. Mais somme toute, la génération fait qu'on serait capable. Donc, je suis potentiellement plus une cible à ce genre de choses-là que ça. Mais c'est comme le cas il y a 1 an où des entreprises se faisaient voler de l'argent dans leur compte de banque. Ben, dans l'absolu, c'était pas une fraude qui était somme toute sophistiquée, mais ils avaient réussi à tromper la vigilance des gens et ils avaient réussi à aller jusqu'à vider les comptes de banque de ces entreprises-là par des autorisations qui dépassaient les 2 facteurs, tout ça. Mais quand tu relis, ben, malheureusement, on fait face à des gens qui n'étaient pas vigilants à ce moment-là. Et la seule chose que je déplore énormément l'article qui est là encore, parce que coup sur coup, je ne sais pas si les journalistes en ont contre Banque nationale, mais à 1 an de différence, c'est 2 fois la Banque nationale qui est visée par ce genre de choses-là. Fait, je ne sais pas s'il y a des journalistes qui en veulent à Banque nationale parce que c'est vraiment plate que ça tombe sur eux autres, dans l'occurrence, ou qu'ils soient ciblés spécifiquement, parce que ces systèmes-là qui étaient discutés dans l'article sont disponibles dans toutes les banques, de toute façon. Donc, toutes les banques vivent le même type de problème que potentiellement Banque nationale, où il y a juste des clients de Banque nationale qui sont juste frus de la vie. Puis, il y a peut-être un cas à aller voir là-dedans, un cas statistique, mais je trouve ça très fascinant que ce soit eux autres, parce que je dirais, mon compte de banque est aussi attaqué que cette madame-là qui l'est. Fait que de regarder ça, mais ça a créé une frousse. Mais bref, pour revenir, je déplore le fait que l'article était incomplet. Je déplore que Banque nationale n'ait pas sorti publiquement suffisamment rapidement pour éteindre la nouvelle. Parce que comme toute nouvelle incomplète, dans la tête des gens, ce que les gens vont mémoriser, c'est ce que la dame a subi, pas le démenti de la Banque nationale, parce qu'il a trop tardé à arriver. Les analyses ont trop tardé, malheureusement, dans ce cas-ci. Puis on se trouve dans un univers où... puis là, ça, c'est un peu inconfortable, mais il faut commencer à faire de la communication publique avant même d'avoir l'ensemble de l'information en main pour être capable de limiter les dommages d'une communication comme celle-là. Et en plus, ce que l'article dit, puis ça, j'ai trouvé ça, j'ai aberrant, le oui, allô, tu sais, ça fait comme... Tu demandes à 8 millions d'habitants d'arrêter de dire oui, allô, quand ils répondent au téléphone. Tu parles. On a de la misère de faire de la gestion de changement avec des groupes beaucoup plus restreints dans l'entreprise. Puis tu veux que 8 millions d'habitants arrêtent de changer. Je ne suis pas convaincu de cette démarche-là. Ah, mais bon point que tu amènes, par exemple. Là. Je me souviens de ce qui s'est passé pour les comptes entreprises l'année passée. Puis oui, tu as raison. C'est des nouvelles qui ont duré pendant plusieurs semaines. Ce qui est arrivé à la dame, c'est déplorable, mais ce qui est plate, c'est que quand ils ont sorti l'article, ils ont sorti les articles précédents, fait qu'ils remettent en scène encore une fois ce qui s'est passé dans le passé. Puis c'est vrai que Banque nationale aurait pu faire ses communications de façon beaucoup plus prompte. Puis ils sont capables de faire des bonnes communications, là. Rassurer les gens. Ils l'ont fait l'an dernier, donc c'est ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais cela étant dit, dans ce cas-ci, c'est dommage parce que ça enlève la confiance des gens face à un système dans lequel on repose beaucoup. Puis là, le journalisme étant ce qu'il est, ils ont monté en épingle une histoire qui était pas pour diminuer ce que la dame a vécu, mais qui de façon globale ou sociétale est quand même assez restreinte, disons. Puis on a fait un cas immense avec quelque chose qui était petit. Et la chose que je peux dire, puis je l'avais commenté aussi dans ce sens-là, c'est que les lois bancaires au Canada sur la responsabilité équipée internationale, effectivement, il y aurait peut-être un lieu de revisiter ça pour enlever le fardeau du client de la banque et tout ça. Parce qu'il y a des améliorations à faire, mais au-delà de ça, communication, je ne m'explique pas encore à ce stade-ci qu'est-ce qui s'est passé pour que la communication prenne tant de temps que ça avant d'arriver. Ouais, puis un petit point important, comme tu viens de dire, là. Effectivement, transactions frauduleuses par carte de crédit. Les moyens sont vraiment simplifiés pour monsieur, madame, tout le monde, ainsi que les entreprises. Carte de débit et compte bancaire. Présentement, il y a des éléments qui sont en réflexion pour trouver une façon, justement,
comme Nicole a dit, là, de renverser le fardeau de la preuve ou de trouver des mécanismes pour s'assurer de bien protéger la clientèle, que ce soit particulier ou entreprise, là, parce que de plus en plus, la carte de débit est utilisée pour de la transaction en ligne. Puis les comptes bancaires aussi, là, les comptes bancaires pour vous l'utilisez sur votre téléphone, vous l'utilisez sur votre ordinateur, etc. Mais encore là, il y a des éléments qui sont en réflexion pour trouver des mécanismes afin de protéger les gens ou avoir une nouvelle approche pour leur exploitation justement en ligne, là. Ouais, trouver des solutions à cette situation-là qui soient réglementaires et qui soient technologiques, là, tout dans l'ensemble. Et mon point, mon texte que j'avais énoncé sur cet élément-là spécifique, c'était justement le fait que les malveillants ont potentiellement trouvé une faille dans un système qui était comme celui-là. Je sais que les banques mettent beaucoup d'énergie pour se protéger de ce genre de fraude-là, mais en même temps, là, ce qui est un peu triste, puis c'est pour ça que ça fait les journaux, ben, c'est parce qu'il y a toujours des victimes là-dedans, puis ces victimes-là, ben, généralement, ils ont perdu ce qui est une somme d'argent qui peut sembler minuscule au niveau sociétal, que pour cette personne-là, c'est dramatique. Puis bon, le drame mène beaucoup de conversations. Malheureusement, un peu trop, mais bon, on est des humains, le système fonctionne comme ça. On est dans un contexte comme celui-là où c'est arrivé. Puis en même temps, c'est même pas. Pour revenir dans la deuxième nouvelle, dans le AI, il n'y a même pas de AI qui est fait. Techniquement, il y aurait juste réenregistré des éléments comme ça ou de surveillance. Puis c'était même pas clair que le système vocal était visé, de reconnaissance vocale qui était associé par rapport à ce genre de choses-là, versus des systèmes autres qui vont dire on enregistre votre consentement. Là, il joue la chose pour le jouer comme ça. Puis c'est pas exactement le même système de vérification. Donc, c'est pas de la vérification vocale qui vérifie, mais juste le fait que quand la transaction est exécutée, ben, c'est le son de la voix de la personne qui est utilisé à l'enregistrement. Parce que pour certains qui en ont fait, quand il y a un certain type de transaction, on nous dit votre voix, votre consentement va être enregistré. Donc, il y a une trace vocale de cet enregistrement-là, de ce consentement-là. Et c'est probablement là qui n'est pas bien expliqué dans l'article, dans lequel les choses sont arrivées puis que ça a semblé être comme ça. Donc, c'est probablement un humain du côté de la banque qui s'est fait avoir, qui s'est fait pincer sur le fait qu'il a cru que, puis ça avait l'air légitime, plus que la machine qui vérifie en termes d'empreinte vocale en l'occurrence, ou en termes de génération de la voix. Puis ça, en termes de génération de la voix, j'ai pas joué encore avec ces éléments-là, mais j'ai commencé un peu, puis la qualité de génération de voix est bonne. Je sais pas à quel point il est capable de répliquer ma voix. Ça, je suis un peu plus curieux de voir qu'est-ce que c'est capable de faire, à quel point c'est capable de vraiment répliquer ma voix à moi. La morale de cette histoire, c'est avant d'exploiter des outils comme ça, pensez à vos objectifs. Hein, la majorité d'utilisation de l'empreinte vocale, c'est lorsque on appelle un employé de notre banque, de notre institution, ou peu importe l'entité qui offre une prestation de service, c'est qu'avec notre voix, ça va tout simplement lever notre fiche. Ce qui fait que l'employé, son premier rôle, c'est de nous poser quelques questions pour nous assurer que nous sommes bel et bien la bonne personne. Pas pour opérer une transaction. C'est un peu ce qui manquait dans l'histoire qui était racontée. Puis effectivement, parce que mon expérience de choses bancaires est vraiment de cette nature-là où, puis même quand j'ai une transaction qui est exécutée, j'ai un code que je dois leur retourner. Puis il y a comme un rituel qui était, en tout cas, bref, pas apparent dans le dit article. Ah oui, puis tu sais, chez la majorité des endroits qui utilisent ça, c'est vraiment l'affiche. Puis ensuite de ça, ça prend de la rhétorique, là. Puis dans ce cas-ci, si c'est ce qui est arrivé à la dame, étant donné que la dame n'a jamais été en communication, c'est vraiment si c'est le cas, c'est un commis avec un bandit, ce qui veut dire qu'elle a fait zéro interaction dans le processus de vidage de compte de banque. Techniquement, elle ne devrait pas avoir trop de misère pour récupérer ses sous, étant donné qu'elle a zéro interaction dans la malversation. Effectivement, je souhaite qu'elle ait effectivement ça, mais je n'ai pas vu d'article de suivi, fait que j'ai aucune idée si la dame a réussi à passer à travers puis a été dédommagée de cette situation-là très malheureuse pour elle dans les cas. Mais moi, dans ces cas-là, puis j'ai eu un cas récent aussi où mon compte de banque s'est fait attaquer, fait que j'ai profité de l'occasion quand j'ai reçu une attaque comme ça parce que j'ai reçu
le deuxième facteur relevé, fait que j'ai vu que mon compte était attaqué. Fait que je l'ai profité pour faire un changement de mot de passe obligatoire. On fait ça quand notre compte est attaqué. Et j'ai constaté que chez Desjardins, FIDO2, les clés YubiKey, où tu me parlais de Titan, sont disponibles maintenant à l'authentification. Fait qu'on a quand même des outils qui sont beaucoup plus sophistiqués. Puis sachant l'article, tout ça réuni, moi, c'est sûr que la première chose que j'ai vu que c'était actif, là, je l'ai activé tout de suite, justement, parce que j'ai pris panique. Là. Sur le fait que, parce que je sentais que mon compte est attaqué, le fait que je sais que si on me vole mon argent et moindrement qu'ils sont capables de démontrer que j'ai coopéré à la manœuvre malicieuse, malgré moi, là, c'est pas, mes capacités de retrouver l'argent sont assez limitées, fait que j'ai eu un peu la chienne là, j'ai tout mis ça, notamment le YubiKey dans le contexte, fait que j'ai mis les moyens de mon bord. Mais ça, c'est parce que je suis connaissant dans le domaine. Si je regarde mes parents, tes parents, on oublie, on n'est pas dans une zone où on est capable pour le commun des mortels de mettre ça en œuvre et de se protéger adéquatement. Et les attaquants le savent, les bandits le savent. Les bandits ne viendront pas s'en prendre à moi parce qu'ils savent que la barrière à l'entrée est un peu plus élevée que la moyenne des ours. C'est des paresseux à la base. Ils aiment la facilité. Les autres, c'est le rendement. Hein? Fait qu'ils cherchent beaucoup sur le rendement par rapport à leur effort. Là. Fait que... mais les YubiKey, je pense qu'on utilise ça, toi puis moi, depuis 5, 6, 7, 8 ans. Moi, je trouve ça magnifique. Là. Je trouve ça magnifique. J'ai tout activé ça partout. Là. Facebook, LinkedIn et compagnie. Puis du moment qu'on est sur un nouvel appareil, on n'a pas le choix de sortir justement. Moi, c'est une clé Titan de Google que j'ai achetée, mais c'est le même principe, même scénario. Ça va super bien. Puis ça assure effectivement, moi, ça me rassure en termes de sécurité. Puis quand je vois ça lever un peu comme toi, les deuxièmes facteurs, là, c'est bon. On a tout le temps le choix de prendre une photo puis de storer ça dans un Apple ID, la YubiKey, le texto ou le courriel. Quand le deuxième facteur il lève, puis j'ai fait aucune interaction, c'est pas compliqué. Moi, je me chicane pas, puis je m'obstine pas. Hein. Moi, je sors les vidanges, puis ça finit là. Je réponds pas, là, je passe à un autre appel. Oui, on passe à autre chose. Sinon, si on retourne justement au deuxième sujet, parce qu'on a littéralement dérapé sur d'autres choses. L'effet du AI, au-delà de l'amélioration, toi, qu'est-ce que tu en sais? Parce que 2025, ça va être une accélération. Tu as fait une référence aux deepfakes, des choses comme ça. Comment tu penses que on va faire un petit peu de projection? Parce qu'on... Écoutez. Moi, de l'AI, ce que je trouve intéressant dans le domaine dans lequel je travaille, c'est pour de l'aide à la tâche, pour de la production notamment d'indicateurs de performance. Je ne parle pas des employés, là. Hein? On a des systèmes, on a des objectifs d'affaires, on a du support TI pour peser sur l'accélérateur. Puis là, on a l'AI qui est là vraiment pour nous aider. Puis pour avoir des très bons indicateurs de performance pour fin de décision d'affaires, je pense que l'intelligence artificielle peut vraiment fournir de la donnée à notre gestion. Le seul problème, ça prend de l'entraînement, ça prend de la reconnaissance. L'AI ne pourra pas instantanément reconnaître de la fausse donnée. Toutefois, j'ai eu une petite conversation, puis écoute, je vous lance l'idée comme ça. J'ai eu une conversation avec un collègue qui a proposé la solution suivante. Donc, l'intelligence artificielle pour récupérer de la donnée, faire parler de la donnée qui ne se parle pas habituellement pour arriver à donner des résultats. Mais pourquoi pas mettre un autre AI par-dessus cela pour une assurance qualité? J'ai trouvé l'idée pas mauvaise pour vrai. Je ne veux pas qu'il y ait deux IA commencent à chicaner en entreprise là, s'ils ne sont pas d'accord, mais une IA qui est là justement pour surveiller en haut puis s'assurer de la cohérence de l'indicateur. Je donne un exemple. On a un indicateur où habituellement, on est dans le jaune à telle période de l'année, puis là, tout d'un coup, l'indicateur arrive au vert. OK. C'est anormal, mais c'est plausible. Un être humain, lui, va voir tout de suite s'il y a un petit problème avec une donnée quelque part qui donne un résultat erroné ou si, pour de vrai, on vient vraiment de passer au vert. Mais ça, on peut donner ça aussi à un AI, justement, pour une assurance qualité. Est-ce que la tendance, est-ce qu'on est dans l'indice de tendance ou on sort du lot? Si on sort du lot, on envoie ça à un humain. Sinon, l'AI peut faire tout thumbs up, OK,
cet indicateur-là, il est bon, on poursuit. C'est un petit peu comme ça que je vois ça. J'aime beaucoup l'idée, puis ça se rapproche un peu du ce que Google a sorti cette année. Son modèle plus complet, ce qu'il appelle SAFe, S-A-I-F, qui permet justement de mettre toutes les places de sécurité qu'on doit avoir dans du AI. Et notamment, ça ne se reflète pas, disons, mettre un deuxième AI par-dessus les AI pour avoir ça, mais ça demande dans la même idée où on contrôle à la sortie ce qui se passe. Fait que si il analyse puis il voit que c'est pas bon, ben il peut contre-valider ou contre-vérifier. Fait que tu as comme un élément de contre-vérification qui va arriver comme ça. Peu importe la forme, là, c'est sûr qu'on va probablement mécaniser avec du AI à terme aussi, là, mais que tous ces éléments-là viennent recorroborer les informations que deux voies différentes puissent arriver à un élément où si on y va comme sur le contexte, ils ont des cours d'appel, si on va aller sur cette notion-là, on a trois AI qui se questionnent, puis tout à coup, pouf, il y a une réponse à la sortie qui est le consensus des trois qui vont nous arriver avec une réponse, donc qui diminue les problèmes que tu mentionnes, qui est capable d'intercepter des anomalies ou ce qu'on appelle le biais présentement, bien, il va être intercepté à ces stades-là et on va l'arrêter avant qu'il sorte parce que le système va raisonner. Cela étant dit, on n'est pas tout à fait là encore. On parle de AI, ça ne résonne pas du AI, ça résonne creux. À la limite, on va faire un jeu de mots. Donc, j'ai hâte de voir comment on va élaborer ça ou comment on va mettre en œuvre parce que généralement, les gens ne comprennent pas encore la complexité et la non-complexité du AI. Donc, comment ça? Puis en ça, j'invite les gens à aller consulter le modèle de SAFe. Ça en est, tant qu'à moi, un des meilleurs jusqu'à présent. Puis probablement que si vous avez peut-être des critiques, soulevez-les pour que ce modèle-là soit meilleur, pour qu'on ait un modèle le plus efficace possible pour être capable de, nous aider à améliorer, qu'il n'y ait pas de biais inséré, qu'il n'y ait pas de données qui sortent, que comme une espèce d'auto-contrôle qualité, un peu par rapport à comment tu l'énonces. Alors, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Mais encore là, Nicolas l'a dit, hein, ça prend de l'entraînement de cette IA-là parce qu'on veut lui faire des choses qui correspondent à des objectifs, etc. Puis, si vous mettez la main sur ces bebelles-là, ben, c'est le temps de faire des tests puis de l'essayer. Puis, moi, quand j'ai eu ma licence pour le produit qu'on utilise, écoute, j'ai commencé tout de suite j'ai commencé à déraper avec des sujets un peu nono juste pour voir un peu la réaction. Puis, moi, j'ai été agréablement surpris, justement, pendant des années, je faisais des rapports. Moi, condenser, c'est pas un fardeau, mais c'est un défi. Puis des fois, ça me prend juste le petit exemple. Là. Je prêche par l'exemple. Puis je vais vous dire, l'intelligence artificielle est venue vraiment me recalibrer mes textes, mais pas juste de dire, OK, utilise cette phrase-là. C'est vraiment, voici pourquoi ton idée est bonne à la base. Puis il y a un contexte aussi sur la qualité de ce que j'avais produit avant de me proposer autre chose, ce que je trouve intéressant parce que ça me permet de me décoller le nez de l'arbre et de dire oh, OK. Tu sais, une petite tape dans le dos ici, j'aurais pu penser à ça. Fait que ça me permet de cheminer. Puis mes approches sont maintenant différentes, dépendamment de l'audience à qui va être distribué mes rapports, mes avis, etc. Là. Je suis tellement d'accord avec le fait qu'il faut jouer avec. Il faut vraiment s'amuser avec ces objets-là pour en comprendre les limites, en comprendre comment ça fonctionne, puis comment ça peut nous être utile. Contrairement à beaucoup ce que je vois, malheureusement, c'est que les gens l'utilisent sans l'avoir testé avant, sans avoir rien fait avec, en pensant que c'était une qualité production jour 1. La réalité, c'est non. Puis même maintenant, c'est pas encore qualité production. Moi, je ne laisserais jamais ça rouler tout seul parce que je ne suis pas sûr ce que ça ferait comme chose. Donc, c'est vraiment comme un appui à nos compétences, mais il faut le tester pour être capable d'internaliser ses limites et de savoir en quoi ça peut nous servir ou pas. Parce que des fois, ça ne sert à rien. Des fois, il y a des choses que ça nous prend plus de temps. Puis tu me donnes un exemple. Le prompter était plus long probablement que d'exécuter toi-même le texte en question ou d'arriver au résultat. Fait il y a quand même une chose à faire, donc de calibrer à la bonne place dans la mesure où on a un accélérateur, puis de savoir comment s'en servir comme accélérateur. Moi, ça fait
un an et demi que j'utilise plus ou moins intensément ces éléments-là, justement, pour être capable d'en tirer un bénéfice. Donc, l'habilité que j'ai maintenant est largement supérieure à ce qu'il y a un an et demi, où j'étais plus ou moins bon à son usage. Maintenant, je suis vraiment beaucoup plus agile. Je le prends de façon beaucoup plus efficace. Fait, j'ai beaucoup moins de va-et-vient avec que j'avais il y a un an et demi. De parce que je l'utilise, de parce que j'ai joué avec, de parce que j'ai su ses limites, puis j'œuvre dans l'intérieur de celle-ci pourvu que ça m'apporte de la valeur, là, en quelque sorte. Passons au troisième sujet qui est le cloud. Le cloud, on a fait tout le monde a fait une adoption majeure massif en 2020. Hein? Comme on a commencé le fait qu'en 2020, c'était comme une pratique de crise générale, en 2020, c'était une pratique générale de l'adoption du cloud. Certaines organisations ont été mieux que d'autres. Il y en a qui se sont mis de la gouvernance, ont mis des différents éléments. En cyber, on n'y échappe pas. Comme la majorité des organisations y sont maintenant, les attaquants, naturellement, se dirigent vers ce genre de choses, vont migrer eux-mêmes vers ces environnements-là. On le voit, puis il y a des services gérés. Puis, je vais prendre un exemple tout à fait intéressant parce que des services qui sont notamment disponibles dans des environnements où tu travailles sont essentiellement pour moi des services gérés par un tiers. Donc, à ce moment-là, de voir le niveau d'attaque, ce genre de choses-là, parce que tu es un peu dans cet univers-là, c'est quand même assez massif, c'est ce que toi, tu peux voir. Puis, dans le quotidien, les organisations qui ont des tenants M365 ou Google Workspace, c'est plusieurs milliers, c'est pas centaines de milliers d'attaques par jour sur des comptes. Puis, c'est celle-là où ça l'a modifié parce que maintenant, le nerf de la guerre, pour rentrer dans le tenant, c'est un compte. Ce qu'on n'avait pas avant. Avant, on attaquait une machine, on rentrait, là, on fait attaquer le compte, puis une fois qu'on a attaqué le compte, là, on monte, puis on va directement là, sur le OneDrive ou le SharePoint de la personne et on vide ça sauvagement. Là. Ouais. Et puis, écoute. Si je prends exemple sur mon employeur, disons qu'on est diversifié en termes d'exploitation SaaS, PaaS, CaaS, peu importe. Ce qui veut dire que la quantité d'attaques est relativement phénoménale. Puis oui, tu as raison, c'est l'équivalent de rentrer avec un bélier dans une porte blindée. Là. Donc, le trou est là, le détenteur de la clé est où, on attaque le compte, etc. Je suis agréablement surpris, par contre, de voir les différents outils de surveillance, soit directement chez le fournisseur ou certains fournisseurs nous permettent d'employer puis d'acheter nos propres outils de surveillance aussi. Beaucoup d'entre vous avaient des environnements locaux, des équipes dédiées à la sécurité. On ne veut pas congédier ce monde-là ou les relocaliser nécessairement. Donc, on apporte notre set d'outils. En fait, on le transpose dans l'environnement cloud si le fournisseur le permet. Fait qu'on maintient les équipes en place. Les fournisseurs, ils ont des bonnes équipes aussi pour adresser les différents événements de sécurité, faire le tri entre le vrai, le faux positif, qu'est-ce qui mérite investigation, etc. Ça fait partie des tables opérationnelles qu'on appelle de gouvernance. Autrement dit, on s'assoit 1 heure, 2 fois par mois avec le fournisseur, on adresse tel et tel sujet, incident, problème, sécurité qui est rendu maintenant un sujet d'actualité dans ces tables-là. Puis le fournisseur est là aussi pour nous accompagner, à nous améliorer et vice-versa. Si vous avez une expertise, faites-vous-en pas que le fournisseur va être très content de bénéficier justement de l'expertise pour acheter des cordes à son arc. Mais je suis agréablement surpris de voir qu'il n'y a pas... Écoute, je n'ai pas un radar sur l'ensemble des environnements cloud du monde, mais si c'était percé puis défoncé, je pense que je verrais plus d'articles dans le journal que ça. C'est pour ça que je dis que je suis agréablement surpris de voir qu'il y a une forme de robustesse dans ces dossiers-là. Là. Oui, il y en a en 2024, il n'y en a pas eu. En 2023, il y en a eu. J'espère qu'ils ont appris de ce qui s'est passé en 2023. Puis qu'on rehaussé. Puis on parle des cloudeurs qui se sont fait casser.
normalement, quand on retourne à nous, quand on est dans notre tenant, dans notre environnement, ben, c'est nous qui sommes responsables, là, comme n'importe quelle organisation, de configurer ça. Les identités sont une porte d'entrée. Les problèmes de configuration en sont un autre aussi. Puis c'est très, très important. On a déjà parlé sur le podcast d'éléments de gestion par rapport à ce genre de choses-là, donc on ne reviendra pas là. Mais la capacité de gérer ses actifs, gérer ses configurations, gérer ces choses-là est devenue plus important encore que ça pouvait l'être avant, où on était plus difficilement capable de contrôler parce que les attaquants maintenant s'en prennent de façon différente et tout aussi efficace qu'ils le faisaient avant. C'est juste que les moyens ont changé depuis. Puis l'exposition au cloud rend ça pas plus facile, mais je déplace la façon que les attaques se sont organisées. Puis que c'est à nous de se préparer. Puis probablement la plupart des attaques, puis comme tu dis, sur ton radar, non, parce qu'il n'y a rien de majeur, mais ce qui est à plus petite échelle, ben, c'est tous des problèmes de configuration, des mots de passe faibles, des comptes qui n'ont pas de MFA. Même en 2024, il y en a des éléments comme ça qui sont mis en place avec des comptes administrateurs qui n'ont pas de Biki, par exemple, ou qui n'ont pas de... Ou une session admin qu'on n'a pas déconnectée comme du monde, qu'on a laissé actif, puis on a fermé le furteur, ou la console de gestion, puis le temps du cycle de la déconnexion, ben, il y a une grosse boule disco ici, là. Hey, session ouverte, là. Oui, ben c'est pas mal dans cet environnement-là dans lequel on est. Donc, on est encore dans des éléments qui, à mon avis, sont relativement de base. Je trouve ça... Peut-être que je suis ambitieux de dire qu'en 4 ans, on aurait dû atteindre une grande maturité, mais j'aurais espéré qu'en 4 ans, on atteigne un certain niveau de maturité qui nous amène justement au fait qu'on n'est plus dans le même contexte qu'on était il y a 4 ans quand le confinement a commencé. De penser que là, tout se faisait par magie, que les tables de gouvernance étaient faites, puis clairement, ben, les grandes organisations l'ont fait. Là. Vous êtes un exemple de cette nature-là. On a parlé de l'instant CrowdStrike, qui est une belle démonstration de ça. Comme ça a été géré chez ton employeur. Mais mettons que c'est pas généralisé. On parlait aussi de la gestion d'incidents, ben, c'était pas généralisé. Puis le cloud, c'est la même chose. La gouvernance associée n'est pas généralisée. Donc, on est encore dans des attaques très de base où on le voit. Pour être plus proche des équipes de réponse d'incidents, je vois souvent des campagnes de spam d'un tenant qui s'est fait casser. Là. Ouais, puis faites-vous pas juste vous fier au personnel aussi chez vos fournisseurs cloud. Hein? Ce que je veux dire par là, c'est assurez-vous d'avoir de l'expertise à l'interne. Envoyez-les en formation. Là, c'est pas des piastres qui sont vraiment jetées dans le feu. Là. Vous allez bénéficier d'une expertise clé que j'appelle qui va être à l'interne. Ça va justement limiter les erreurs de configuration. Ça va accroître la vigilance. Fait que tous ceux qui sont chez du Google, du Azure, du Amazon, peu importe le fournisseur chez qui vous allez, envoyez-les en formation. Pas pour qu'ils se chercher des licences X, Y, Z, ou peut-être oui, mais du moins pour avoir une expertise à l'interne. Vous allez avoir bien plus confiance quand les manœuvres de config vont être faites, que ça soit bien fait ou que ça laisse justement, ou que l'employé introduise une petite erreur qui va devenir fatale pour vous. Là. Ben, notamment le suivi, la formation, puis ça, je pense que depuis 4 ans, on n'a pas mis suffisamment d'énergie en tant que marché global pour justement amener les compétences à un niveau intéressant, justement pour que ce genre de situation-là n'arrive pas. Puis l'autre, ben, il existe encore, qui existaient il y a 4 ans, mais qui sont encore meilleurs maintenant, il y a des référentiels chez les grands clouders, si on veut nommer ceux-là, mais qui sont aussi dans d'autres contextes où certaines organisations américaines notamment, mais aussi ailleurs, offrent des templates ou des cadres de référence ou des cadres minimums qui devraient être respectés en cloud, puis en s'appuyant sur ceux-ci, puis s'assurer qu'on ne diverge pas de ceux-ci. On vient garantir le fait qu'on atteint ça, qu'on évite les erreurs, donc de forme de petite rigueur, un peu de ouais, puis je vais m'énerver, là. Hein, depuis la pandémie, effectivement, 4 ans, souvenez-vous avant, hein, on regardait le profil de l'employé, on regardait sa progression, on négociait avec l'employé pour savoir où est-ce qu'il voulait se rendre, est-ce qu'il veut devenir gestionnaire, est-ce qu'il veut avoir une perfection X, Y, Z de façon plus technique, puis on regardait, est-ce qu'il y a de la formation qui se donne à l'interne, est-ce qu'il y a de la formation qui se donne à l'externe. Depuis le confinement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on dirait que tout se donne à l'interne.
Hein, on ne regarde plus à l'externe. Puis là, pourquoi je m'énerve? Hey, là, l'interne pour l'interne, ça va faire. Là. Quand on est rendu à un certain niveau senior, si on en parle à notre gestion, là, c'est parce qu'à l'interne, là, c'est limitatif. Là. Arrêtez de faire croire que tout peut se donner par l'interne et que ça coûte moins cher. Il y a des très, très beaux produits de formation à l'externe. Vous n'avez pas idée la valeur que ça peut avoir. Puis on ne parle pas de donner des vacances à un employé à Calgary pour une formation. Là. Faites abstraction de tout ça. Là. Regardez la valeur que la formation va avoir. Là. À l'externe, là, il y a de très, très beaux produits. Fait que c'est ma petite pointe d'énervement. Là. Non, effectivement. Puis on a eu coupure. Puis je dirais depuis un an, d'ailleurs, si on peut faire que 2024 est un exemple de ça, les budgets de formation ont littéralement disparu cette année pour la plupart des organisations. C'est très triste parce que la seule façon de rester, surtout dans un contexte cybersécurité qui évolue vite avec une menace qui, elle, se forme beaucoup plus vite que nous, qui utilise des outils. On parlait du AI tantôt, ben le AI, eux autres, ils maîtrisent le AI comme il faut. Ils l'utilisent, ils ne se posent pas 1 million de questions, puis des choses comme ça, ils le testent, ils le font, ils le mettent en prod, puis ils sont paresseux. Donc, c'est toujours pour améliorer leur capacité de travail. Les autres le font, mais ils se forment, ils continuent à avancer. Puis effectivement, le fait de couper dans les budgets de formation parce qu'on a un peu moins d'argent, mais c'est une dette technique dans laquelle on se crée, puis les dettes techniques finissent par nous rattraper plus tôt que tard maintenant. Donc, si vous n'investissez pas dans votre personnel en cyber maintenant, ben, dans un an, quand vous allez avoir un avarie de sécurité, un incident, vous allez faire les journaux, ça peut avoir des impacts beaucoup plus grands et beaucoup plus violents d'ailleurs là, pour les entreprises. Fait qu'effectivement, je partage ce point de vue-là. Puis, il faut faire un clin d'œil là-dessus parce qu'on me l'a passé je pense qu'en entrevue, j'ai donné la raison. J'avais quitté un de mes employeurs à un moment donné. Puis j'étais parti à mon compte. C'est ça le déclencheur entre partir à mon compte, c'est parce que moi, l'employeur que j'avais à ce moment-là m'avait promis à l'embauche des formations sur lesquelles, en cours de chemin, avait dit ouais, non, finalement, on ne les fera pas. Puis je dis ouais, mais moi, ma valeur, parce que je suis un consultant, ma valeur est basée sur ma connaissance, donc ma formation. Genre, tu viens comme réduire ma valeur. Fait, déjà là, je voyais un problème important à l'avenir. Puis si je regarde, même si j'avais été un employé à l'interne à ce moment-là, j'étais en tout cas, bref, ça aurait créé un souci parce que je viens commencer à être de moins en moins connaissant, donc de moins en moins capable de faire un travail qui, au niveau, moi, j'espère que j'aspire à faire. Là. Non, t'as raison. Puis, il n'y a aucun moment dans l'histoire qui a démontré que la formation faisait perdre la valeur à un employé. Non, c'est l'inverse. Puis, mon message ici, c'est avant de regarder strictement à l'interne, lâchez-nous ça, l'interne, juste pour l'interne. Oui, à l'interne, il y a des éléments intéressants. J'en fais des formations qui sont fortement intéressantes, pour vrai, mais il n'y a pas juste de l'interne, il y a de l'externe. Puis c'est tout à fait justifié en passant. Hein? C'est 1 ou 2 de la masse salariale pour les 1 lorsque votre compagnie génère plus d'$1 million de revenus annuels, doit être réservé pour des programmes de formation. Ben, à un moment donné, je me pose la question, on peut-tu faire de l'interne pour de l'interne déclarer ça en formation? Hey, c'est jouer avec la réglementation pas mal, là. Pour vrai, là. C'est une façon de tricher, puis c'est ça, il n'y a pas de mal à la formation interne, mais on doit quand même continuer à injecter de nouvelles idées qui arrivent de l'extérieur. Au même titre que les organisations vont embaucher des consultants pour injecter des nouvelles idées dans leur organisation, mais la formation sert à la même chose. Parce que si on veut regarder ça sous l'angle que le consultant amène des nouvelles idées, ben, la formation amène la même chose. Puis peut-être que la formation coûte moins cher qu'un consultant pour injecter des nouvelles idées dans l'organisation. Fait que somme toute, c'est moins dispendieux pour l'organisation d'investir dans la formation de ses employés que de devoir prendre des consultants à fort prix pour arriver à peu près au même effet. Puis même pas au même effet parce que la propagation de l'information, ce ne sont pas la même qualité que si on avait des gens formés et à la hauteur. Mais bref, moi aussi, je te rejoins beaucoup là-dessus. Ça conclut les 3 sujets. Moi, je souhaite que 2025 soit moins intense, mais je ne suis pas convaincu que ça va arriver. Il y a eu beaucoup de coupures en 2024, fait on a une dette technique qui va nous arriver en 2025, fait qu'on va passer, puis on n'aura pas le choix de la payer, puis je pense que ça va nous faire assez mal. Puis bref, attachez vos tucs, préparez-vous.
Ouais, préparons-nous. Ben, moi, je vous souhaite des joyeuses fêtes, une bonne année. Puis, écoutez, on vous lâche pas. On va être là en 2025 aussi. On va couvrir certains éléments d'actualité. Puis, on va faire ça toujours dans le plaisir, même si les nouvelles sont pas bonnes. Malgré tout. Merci. Salut!